Bonjour, je suis Paolo Tang, astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur et responsable du traitement Gaia pour des objets du système solaire. Et moi, je suis Marjorie Galinier, doctorante à l'Observatoire de la Côte d'Azur sous la direction de Marco Delbo et Laurent Galluccio. Gaia est une mission de l'Agence spatiale européenne, lancée en 2013. Il s'agit d'un satellite qui se trouve à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et à bord de ce satellite, il y a 2 télescopes qui ont la tâche de faire un relevé complet du ciel. On parle de presque 2 milliards d'étoiles. Et en faisant ce relevé, Gaia elle voit aussi plein d'autres objets plus distants, des galaxies lointaines, et aussi des objets plus proches comme les astéroïdes et les objets du système solaire. Donc Gaia, c'est une mission qui est entièrement européenne, gérée par l'Agence spatiale européenne. Et sur Gaia travaillent plusieurs centaines de personnes dans un consortium scientifique dont on fait partie. Ici, à l'Observatoire de la Côte d'Azur, notamment, on a un groupe sur Gaia qui travaille sur les données de la mission. Les mesures plus importantes que Gaia effectue, c'est des mesures de position. Donc, c'est une tâche d'astrométrie classique. La plus classique qu'on peut imaginer, parce que dans l'histoire, la mesure de position des étoiles et des planètes était la mesure fondamentale du ciel, et qui permet de se repérer aussi, de savoir situer les objets dans le ciel, mais aussi de commencer à comprendre comment ils bougent et quelles sont les caractéristiques fondamentales. Donc, pour comprendre comment notre galaxie, par exemple, évolue, c'est important d'avoir les positions et les vitesses de toutes ces étoiles, leur distance. Donc, Gaia, elle est née pour cette tâche spécifique. Mais cette tâche est accompagnée aussi d'autres types d'exploration qui sont liées aux propriétés physiques des objets que Gaia observe. Donc, pour toutes ces étoiles, on a, grâce aux données de Gaia, des informations sur leur nature physique, leur composition, qui sont importantes de la même manière pour étudier l'évolution de la galaxie et des étoiles qui entourent le système solaire. En faisant cela, donc en récoltant ces données spectrales, il a fait cette tâche aussi pas que pour les étoiles, aussi pour les astéroïdes, par exemple. Et ça, c'est le domaine d'expertise de Marjorie qui va nous dire un mot sans doute sur cet aspect-là. Oui, en effet, sur Gaia, il y a un instrument qui s'appelle un spectrophotomètre qui a pour but de récupérer le spectre des astéroïdes et des étoiles. Et donc, qu'est-ce qu'un spectre? C'est une décomposition de la lumière en différentes longueurs d'onde. Et quand la lumière du Soleil atteint un astéroïde et est réfléchie par cet astéroïde, le satellite Gaia peut ensuite récupérer la lumière réfléchie de l'astéroïde. Et en étudiant cette lumière, on peut en déduire les propriétés physiques de la surface des astéroïdes. Donc, on retrouve notamment 2 grandes catégories d'astéroïdes. Une catégorie d'objets assez sombres, plutôt carbonés, qui ont des spectres caractéristiques assez plats, et une autre catégorie d'astéroïdes plutôt pierreux, silicatés, qui ont des spectres avec des bandes caractéristiques. Et grâce à ces spectres, on peut étudier les objets et en déduire leur composition de surface. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, en effet, Gaia, dans la 3e libération de données, la Data Release 3, il y a plus de 60 000 spectres d'astéroïdes qui ont été publiés. Et donc ça fait une richesse de données absolument incroyable. Donc grâce à ces données, certains astéroïdes ont été observés pour la première fois. Donc on peut étudier un grand nombre d'objets et voir comment ils ont évolué. Dans la ceinture principale d'astéroïdes, qui est un grand réservoir d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, on retrouve des astéroïdes organisés sous forme de familles. Donc, tous ces objets sont composés à peu près de la même manière. Et grâce à toutes les données Gaia, on peut étudier les familles de manière plus exhaustive avec toutes les données et en déduire des informations sur l'évolution du système solaire. Oui, et il faut savoir que les familles sont issues d'une collision, d'une destruction d'un objet qui peut exister. Donc, d'autant plus importante parce qu'elle représente des fragments des objets primordiaux qui nous renseignent sur les premières phases de formation du système solaire.
on peut aussi rajouter qu'est-ce que ça représente, ce grand nombre d'objets. 60 000, ça peut paraître énorme, ça peut paraître petit par rapport aux milliards d'étoiles, mais il faut savoir qu'avant, on connaissait la composition d'à peine quelques milliers d'astéroïdes. Donc ça représente tout de suite un avantage énorme par rapport à ce qu'on avait auparavant. Alors, Gaïa n'est pas une machine à découverte en elle-même, c'est une machine plutôt importante pour caractériser les propriétés physiques et dynamiques des astéroïdes, donc étudier leur trajectoire, parce qu'en connaissant mieux leur position, on peut mieux comprendre où ils vont. Et en même temps, avec la composition, comme Marjorie l'a expliqué, à travers le spectre, on peut comprendre aussi leur origine du point de vue physique. Et donc c'est ça la puissance de Gaïa. Donc la quantité d'objets découverts par Gaïa est très petite, parce que pendant que Gaïa, au moment que Gaïa a été lancée, le recensement des objets jusqu'à la taille que Gaïa peut observer, il était presque complet. Donc il observe quelques objets potentiellement nouveaux à confirmer, mais ça reste une tâche que pour Gaïa elle est secondaire par rapport à la caractérisation de l'ensemble qu'on connaît déjà. Il faut savoir qu'aujourd'hui on connaît plus d'1 million d'astéroïdes, mais les propriétés physiques de ces objets sont connues seulement pour quelques milliers, comme on disait. Maintenant, le spectre de Gaïa 60 000 et pas plus. Donc une toute petite fraction de ce qu'on connaît en termes de recensement, de ce qu'on sait qui existe. C'est comme si on allait dans une forêt tropicale et pour expliquer la vie sauvage et tous les insectes qui s'y trouvent, on récoltait 3 ou 4 échantillons, 3 ou 4 exemplaires. Et on n'aurait jamais une vision complète de toute la variété qui existe en se limitant à ces petits échantillons. Le fait de connaître les spectres des astéroïdes permet donc de connaître leur composition. Et dans le cas d'astéroïdes dangereux, ça peut être intéressant pour adapter des stratégies, soit de déviation d'objets, soit de destruction. Donc c'est intéressant de savoir de quoi ils sont composés pour la défense planétaire, même si ce n'est pas le but premier de Gaïa. Et qu'a priori, les astéroïdes qui sont aujourd'hui dans la ceinture principale, ils ne vont pas tomber sur la Terre demain. Alors, les observations effectuées par Gaïa des positions, effectivement, nous aident à mieux déterminer la trajectoire dans le ciel, dans l'espace. Et cela a différentes conséquences. Alors déjà, on peut mesurer des effets très fins qui sont difficiles à mesurer autrement. Donc, par exemple, des déviations de leur trajectoire dues à l'émission de photons thermiques, ce qu'on appelle l'effet Yarkovsky, c'est un effet très subtil, mais qui est très important parce qu'il est responsable, par exemple, de la déviation qui permet à certains astéroïdes de devenir dangereux, de creuser l'orbite de la Terre. Donc, mieux comprendre ces effets-là, c'est très important. C'est des effets aussi qui sont liés à la structure de l'astéroïde parce qu'ils dépendent de sa densité. Donc, c'est une manière aussi de mesurer les poids d'un astéroïde, si on veut, avoir une information s'il est très poreux, s'il est compact, donc sous sa structure, donc c'est très important. Et d'autre part, ces informations nous permettent aussi effectivement de changer un peu l'approche observationnelle depuis le sol. On observe par exemple ce qu'on appelle des occultations stellaires, c'est quand un astéroïde passe devant une étoile et la cache pour quelques instants. C'est des événements très courts, mais très importants parce qu'ils nous permettent de dériver, encore une fois, des propriétés de l'objet, sa taille, sa forme, et aussi de mieux préciser sa trajectoire, d'avoir des observations très très précises dans le futur, une fois que la mission Gaïa aura terminé d'observer. Et ici à l'Observatoire de la Côte d'Azur, on investit aussi des efforts dans ces domaines des astéroïdes et aussi à l'occultation stellaire, l'observation des occultations stellaires, entre autres. À l'Observatoire de la Côte d'Azur, il y a des équipes qui, dans les laboratoires Lagrange, travaillent sur différents domaines de l'astrophysique, la physique stellaire jusqu'aux galaxies, quasars, au système de référence et au système solaire. Et chacune de ces équipes a une implication dans Gaïa avec des chercheurs qui travaillent dans la réduction de données, épaulés par des ingénieurs. Ils ont la tâche, en participant au consortium Gaïa,
de préparer les données pour être mis à disposition de toute la communauté astronomique à travers les publications de données dont Marjorie aussi l'a mentionné l'existence. Et bien sûr, toute cette dynamique qui a commencé à l'Observatoire suite à l'héritage de la mission Hipparcos, si on veut le vieux père de la mission Gaia, au début des années 2000, continue encore aujourd'hui et va continuer jusqu'au mois en 2030, la publication du dernier catalogue prévu aujourd'hui, ça sera vers 2030-2031. Et donc, il s'agit d'un gros effort avec des résultats impressionnants qui sont en train de changer la vision du ciel et l'astrophysique et vont donner du travail à faire pour des générations aussi, des générations à venir de chercheurs. Et donc, c'est une mission importante pour l'Observatoire et pour tous les autres instituts qui participent. Du coup, la thématique de ma thèse, c'est d'utiliser les données Gaïa et de les exploiter pour étudier ce qu'on appelle la différenciation. Donc, c'est un phénomène qui a eu lieu à l'origine du système solaire. Quand les premiers corps du système solaire se sont formés, c'était des corps assez homogènes de composition. Ensuite, ils ont été chauffés, et le fait qu'ils soient chauffés a fait qu'ils se sont distingués en différentes couches, donc ils se sont différenciés. Donc on a un noyau solide plutôt métallique, un manteau et une croûte, et ça c'est ce qu'on appelle la différenciation. Mais maintenant, quand on observe les astéroïdes, on n'observe pas directement cette différenciation, parce qu'on observe des traces du noyau et de la croûte, mais très peu de manteau. Et c'est un grand mystère dans le domaine des astéroïdes, où est passé le manteau des objets. Et on peut peut-être rajouter que les données Gaïa ne sont pas aussi faciles à exploiter, n'est-ce pas? Non, en effet, les données Gaïa ne sont pas des données simples. Donc il y a aussi énormément de biais. Toute une partie de ma thèse, j'ai étudié les données Gaïa en elles-mêmes et j'ai essayé de les comprendre et de voir quelles étaient leurs limites, comment les améliorer pour la prochaine publication de données. Bon, j'espère que par la suite, les données Gaïa continueront à te plaire, même s'ils sont difficiles à exploiter. Oui, oui. Peut-être tu continueras oui, à travailler. Elle me plaise quand même. Voilà, c'est bien, c'est bien.